Bonjour tout le monde. Merci Marie-Josée. Je vous souhaite un bon séminaire. La présentation que je vais vous faire, c'est une présentation qu'on m'avait demandé à la Régie des rentes du Québec l'année passée pour commencer à réfléchir, à lancer la réflexion là, sur les régimes complémentaires de retraite. Là, je l'ai faite un petit peu raccourci parce que cette présentation-là, à l'origine, elle durait 2 heures de temps. Donc, je faisais un monologue durant 2 heures de temps. Puis, on s'est rendu une fois à 1 heure et demie de questions et de discussions sur le contenu. Les commentaires, ça va dans « j'avais pas la vie, je voyais pas la vie comme ça, es-tu fou? » Donc, j'ai eu le droit à toutes sortes de commentaires là-dedans. Comme le titre le dit, mettre la table pour une discussion, une réflexion éclairée, ça veut dire qu'il faut lancer des idées, il faut en discuter, il faut en débattre. Donc, c'est le but de la présentation. OK. L'introduction, une brève introduction, on va parler de l'histoire de la retraite au Québec. Une prise de conscience de l'environnement des régimes de retraite, donc je vais y aller en 10 mythes et avec une très, très petite conclusion. Comme introduction, il y a beaucoup de comités qui ont été mis sur place pour réfléchir sur la retraite. Il y en a un actuellement, c'est le comité sur les régimes à prestations cibles. Quand j'entendais parler de ce comité-là, où ils étaient rendus dans leur réflexion, je me disais, il y a quoi qui m'agace? Il y a quelque chose qui m'agace. Au bout de la ligne, je me suis rendu compte que ce qui m'agace, ce n'est pas nécessairement le comité en soi. Il ne faut pas arrêter l'innovation au niveau de la retraite. Ce n'est pas ce qui est en train de réfléchir, mais c'est vraiment le titre, prestation cible. Parce que je me suis dit, tous les régimes de retraite, ça devrait être à prestation cible. Un régime à prestation déterminée, c'est une cible. On a une formule, on veut atteindre ça à notre retraite. Un régime à cotisation déterminée, on a une cible aussi. On veut avoir un certain niveau de vie à la retraite. Dans tous les régimes de retraite, on devrait regarder où on s'en va annuellement. Il y a des évaluations actuarielles. À la Régie des rentes, on a ce qu'on appelle simule-retraite aussi pour les régimes de type à cotisation déterminée. On veut savoir où on s'en va. Donc, tous les régimes de retraite sont des régimes à prestation cible. Donc, j'avais de la difficulté probablement plus avec le nom qu'avec l'idée derrière ce type de régime-là. Ce qui différencie, en fin de compte, tous ces régimes de retraite, c'est quoi? C'est la probabilité d'atteindre cette fameuse cible-là. Puis là, en fin de semaine dernière, là, j'ai mis mes talents d'actuaire, donc en projection, avec ceux de faire de l'animation. Donc, ça a donné ce qui va suivre. CD, c'est cotisation déterminée. PD, c'est vraiment prestation déterminée. Alors, voici ce que ça a donné. Atteindre sa cible, c'est quand même assez difficile. C'est pas évident d'atteindre une cible. On regarde ici sur le tableau qui est là. Si je prends la moyenne, la médiane des caisses de retraite durant les 50 dernières années, ce qu'on s'attend, c'est 4,5 %, dernière colonne, dernière ligne en bas, 4,5 % de rendement réel. Quand je regarde, ça c'est 50 ans, quand je regarde par décennie, je m'aperçois que la décennie des années 60, on a fait du 3,2 %. Les années 70 a été vraiment atroce, la première moitié des années 70, ça a été du 0,1 %. Atteindre une cible, on ne le saura pas dans une décennie, ni même dans 2 décennies. Ça prend vraiment la vie d'un régime de retraite pour savoir si on a atteint la cible. Même pour moi, si, quand je regarde mes rires, j'essaye de viser quelque chose à la retraite, je ne le saurai pas tant et aussi longtemps, je pense que je vais être mort, savoir, ça a atteint son objectif. Donc, dans le domaine de la retraite, pour viser juste, c'est quelque chose de très, très difficile et on va revenir là-dessus dans la présentation. Donc, je pars avec une brève histoire de la retraite. Commencé en 1840, un des premiers régimes au Canada, c'était le régime de retraite de la Compagnie de la baie d'Hudson. Et ce régime-là a été mis en place pour les élites là, de la compagnie. À l'époque, il n'y avait pas de régime de retraite. On était dans l'ère de l'industrialisation. Retraite, c'était notre famille qui prenait soin de nous autres, c'était à peu près ça. Mais les gens partaient de la campagne, s'en allaient vers la ville. Oups, désolé, je bouge bien gros, vous allez voir, là, je suis vraiment une bébête à bouger. Je me sens confiné là-dedans. 1870, premier régime obligatoire au Canada. Okay? C'était un régime fédéral, tout le kit. Ce qui est intéressant avec ce régime de retraite-là, c'est que c'est la première fois qu'on entendait parler du fameux 2 % par année de service, 70 % à la retraite, 35 ans de service. C'est là que c'est entré en vigueur. Je faisais des recherches, moi, à l'époque, pour savoir, tu sais que ça vient, ce 70-là, puis il paraît que ça vient de l'Angleterre. C'est les formules de pension qui ont été amenées au Canada, mais c'était les régimes de retraite en Angleterre. On avait un âge de retraite de 60 ans. L'espérance de vie, dans ce temps-là, à l'époque, était de 42 ans. 1889, il y a eu un changement drastique au niveau de la retraite.
dans le monde, c'est Bismarck qui a implanté les régimes de sécurité sociale, comme le régime de rente du Québec, des régimes où il y avait une cotisation de la part de l'employeur et de l'employé là-dedans. Ça allait complètement changer le monde. On vit encore avec ces régimes-là de nos jours. La plupart étaient des régimes qui n'étaient pas capitalisés, donc des régimes par répartition. Et ça provenait, entre autres, il y avait la poussée socialiste en Europe, Karl Marx qui était le leader de ça. Donc, un peu pour contrer Marx et sa gang, il a dit, bah, gars, on va implanter quelque chose, on va satisfaire les gens. Donc, voici, c'est les premiers régimes de retraite là, publics qui entraient. 1908, c'est la loi sur les rentes de l'État. Pour moi, c'est probablement un des éléments les plus intéressants de toute cette brève histoire de la retraite. On était dans un contexte de bas taux d'intérêt, il y a 100 ans de ça. Et les gens arrivaient à la retraite, il n'y avait pas d'argent. Donc, l'État a dit, c'est correct, arrivez avec votre argent, ce qu'on va faire, vous allez acheter une rente de retraite et on va vous garantir cette rente de retraite-là. Donc, en plus, je vais même la subventionner, je vais être un petit peu plus avantageux au niveau des taux d'intérêt, je vais payer tous les frais d'administration. Les compagnies d'assurance n'ont pas aimé trop ça, et même on s'est aperçu que les gens n'avaient pas d'argent à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'en 1927 est arrivé notre premier régime de sécurité sociale. Okay? C'est la loi sur les pensions de vieillesse. Cette loi-là, c'est comme aujourd'hui, son corollaire, c'est le supplément de revenu garanti. Donc, c'est une loi qui était basée sur les ressources des individus. Si si les individus n'avaient pas d'argent, on donnait une rente. Le maximum, c'était 20 $ à l'époque. Elle était quand même assez compliquée. L'âge de la retraite était 70. L'espérance de vie à la retraite, c'est 54 ans. C'est 54 ans, c'est ça. Ouais. Parce que je ne vois pas ici, c'est petit. Puis je me suis aperçu l'année passée, je commençais à avoir un petit problème avec mes yeux. Donc, c'est la vieillesse, ça, probablement. Ça commence à 40 ans. J'ai passé 40 ans. Donc, je suis content de savoir que j'ai commencé un petit peu plus tard. Oui, merci. OK. Une autre affaire aussi, quand je fouillais dans les dates, je me suis rendu compte de quelque chose qui était très, très important. Puis regardez bien à l'écran, là. Puis c'est pas marqué sur mais regardez bien ce que ça donne. Oups! 1951, première émission en couleur à la CBS. Là, le monde allait complètement changer. Là, on partait du mode noir et blanc au mode couleur. 1952, parce que le régime de la pension de vieillesse n'a pas trop fonctionné, il était compliqué. C'est un régime qui est administré par le fédéral et les provinces. Les provinces commençaient à faire leurs propres petites particularités administratives. En plus, il était compliqué. Il fallait demander aux individus est-ce que des enfants prenaient à charge de toi ou pas? C'était tellement compliqué. On est arrivé, on a dit c'est correct, on arrive, un régime universel pour tout le monde. 1952, c'est la loi sur les pensions de sécurité de vieillesse. On commençait avec 40 $ par mois. À l'époque, le ratio des personnes qui étaient potentiellement ceux qui vont payer pour les retraités, c'était un ratio de 18,5. Les personnes âgées 15 ans, 70 ans sur les personnes de 70 ans et plus. C'était l'âge de la retraite, 70 ans. 1957, les rires sont arrivés. Ce qui était intéressant à l'époque aussi, c'est ceux qui cotisaient à les rires avaient 3 fois le salaire moyen des Québécois. Donc, c'était des médecins, des avocats, les personnes les plus riches. Au fil du temps, ce régime-là s'est démocratisé. 1966, il y avait encore de la pauvreté, bien gros de la pauvreté. On est arrivé avec le régime de rente du Québec. Et en plus, la loi sur les régimes supplémentaires de rente. Parce qu'il y avait bien des problèmes, il y avait des promesses qui n'étaient pas garanties, qui n'étaient pas payées aux travailleurs. Donc, on a commencé à encadrer de façon plus serrée les régimes complémentaires de retraite. L'âge de la retraite en 1966 était pas l'âge de la retraite, l'espérance de vie à la naissance était de 71 ans. 1967 aussi, comme mesure transitoire, le gouvernement a dit c'est correct, on va implanter le supplément de revenu garanti. C'était une mesure transitoire, on est resté avec, et ce supplément de garantie-là fait en sorte aussi quand même de sortir bien des gens de la pauvreté aujourd'hui. On le constate, le Canada a un des meilleurs scores sur la planète au niveau de la réduction du taux de pauvreté. De 65 à 70, l'âge de la retraite s'est mis à diminuer pour atteindre 65 ans, l'âge de la retraite que l'on connaît aujourd'hui. 1982, on a aboli l'âge obligatoire de retraite. 1984, c'est l'introduction dans le régime de rente de la retraite anticipée. C'est intéressant parce que ce qu'on voulait faire à l'époque aussi, le taux de chômage était très élevé. On a dit on veut sortir les personnes, les travailleurs les plus âgés, on veut les envoyer à la retraite, faire en sorte de faire entrer sur le marché du travail les plus jeunes. À l'époque, le ratio de ceux qui sont en âge de travailler, donc les 15-65 ans, sur ceux qui ont 65 ans et plus, était de 7,5.
1990, c'est l'entrée en vigueur de la loi sur les régimes complémentaires de retraite, la loi que l'on connaît actuellement. C'est le projet de loi 116, je vais y revenir un petit peu avec ça. Un contexte économique quand même passablement différent d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont en dessous de 11 %. L'inflation aussi n'est pas du tout le même niveau que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 91, il y a eu des changements importants. Là. Il y a eu une réforme fiscale, mais il y a aussi la Banque du Canada a décidé aussi, de concert avec le gouvernement fédéral, de commencer à contrôler l'inflation. Toutes les sociétés sur la planète aujourd'hui contrôlent assez bien l'inflation dans une braquette allant de 1 à 3 %. Donc, ce qu'on voyait au début, lorsque la loi a été mise en place, est bien différent du contexte aujourd'hui. Et ça a bien réussi, ce contrôle-là de l'inflation. Donc, on a la loi sur les régimes complémentaires, le projet de loi 116. J'ai trouvé ça spécial qu'on me demande à la régie de faire cette présentation-là parce que je suis celui probablement qui déteste le plus la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Je déteste la complexité. Donc, on a mis ça en place. Et c'est normal aussi, on se dit au début, quand on arrive avec une loi quand même assez importante qui changeait complètement la donne, de dire on va avoir un petit peu de fine-tuning à faire au début, il y a des petites choses à modifier. Donc, c'est ça que ça l'a donné au fil du temps. D, c'est un décret, puis PL, c'est un projet de loi. On est arrivé dans les années 90, on se disait, hey, il faut quand même continuer à faire sortir les plus vieux à la retraite. Donc, on a mis plein de micmacs. Hey, il y avait des surplus, on était riches, on avait de l'argent. Un régime de retraite, ça ne coûtait rien dans les années 90. On va arriver, moi, quand je suis rentré à la régie, c'était en 1999. J'ai travaillé beaucoup sur les excédents de cotisation, le droit à l'employeur au congé de cotisation. Il y avait tellement d'argent, il faut moduler la loi pour ces excédents-là. On arrive après, dans l'autre décennie, wow, il faut garder les gens en emploi. Il va y avoir de moins en moins de travailleurs. Puis en plus, on est en déficit. Il faut réarranger la loi sur les régimes complémentaires. On modifie la loi à tous les fois qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas une loi d'encadrement qui se modifie, qui donne la flexibilité aux travailleurs, aux employeurs. Ça a bien marché quand même. On a répondu à toutes les demandes, à tout ce que les gens voulaient, mais ça devient quand même une loi qui est très, très, très complexe. Ce que ça donne, 1927, c'était notre premier régime de sécurité sociale. Pour un travailleur de 30 ans, la probabilité de se rendre à la retraite, c'était de 50 %, 57 %. Il y avait 57 % ce travailleur-là de 30 ans de se rendre à l'âge normal de la retraite. Il recevait une prestation sur 10 ans. Aujourd'hui, de me rendre à l'âge de la retraite, ma probabilité, c'est 91 %. Puis je vais la recevoir sur une durée de 20 ans. Juste en gardant ces chiffres-là, le coût de la retraite vient de tripler. Okay? Donc, ça rentre quand même dans toute notre réflexion au niveau. C'est dispendieux, puis on va le voir, je vais revenir là-dessus. Un régime de retraite, c'est très, très, très dispendieux. Donc, une prise de conscience de l'environnement des régimes de retraite, dit Smith. C'est un environnement qui est très, très, très complexe, les régimes de retraite. Il y a des intervenants avec leurs objectifs, leurs buts. Il y a des lois et des règlements, j'en ai parlé. Il y a des risques. Ce n'est pas sans risque un régime de retraite. Puis en plus, actuellement, c'est dans le cadre d'une société vieillissante. Si les rendements n'étaient pas bons, si le contexte d'aujourd'hui, mais on avait peu de retraités, on aurait probablement une réflexion différente de celle qu'on a aujourd'hui. C'est ça notre contexte. C'est quoi ça, une société vieillissante? C'est celle-là. Aujourd'hui, ça, c'est l'exemple du régime de rente du Québec. Aujourd'hui, on a 2,8 cotisants par retraité. Et dans 50 ans, dans 60 ans, ça va être 1,5 cotisants par retraité. Donc, ça veut dire qu'au niveau du régime de rente, ça coûte de plus en plus cher. C'est quoi? On peut le voir aussi différemment, c'est que, à part de ces fameux baby-boomers-là qui vont prendre leur retraite, ceux qui travaillent, donc les personnes âgées de 15 et 64, le bassin de ces travailleurs-là potentiels va diminuer. Donc, au Québec, et ça, c'est moins 3 % là, sur une période de 20 ans. Au Canada, c'est plus 5,3 %. Ils sont plus avantageux que nous autres. Puis aux États-Unis, ça va encore mieux. Ces bassins de travailleurs-là, c'est une des composantes de la productivité de pays, du PIB. Donc, nous autres, on a sur une des deux composantes, qui c'est vraiment la productivité, ce qu'on produit par heure travaillée et le nombre de travailleurs, bien, pour une des composantes, bien, on est moins choyé qu'ailleurs. Donc, il va falloir vivre. Quand je suis en train de préparer ma présentation en fin de semaine aussi, je me demandais, je devais-tu changer ou pas le graphique pour ce qui est arrivé? Donc, probablement, dans les prochains temps, quand on va faire des présentations, on va être obligé d'éliminer le 64 ans et le remplacer pour 66 ans, clin d'œil à l'âge au niveau de la pension de sécurité de vieillesse qui va augmenter dans les prochaines années.
Il y a l'espérance de vie aussi. Hein? Ce n'est pas juste des baby-boomers qui arrivent à la retraite, c'est une chose. Oui, il y a un nombre de retraités, moins de travailleurs, mais il y a aussi les gens vivent de plus en plus vieux. Donc, à 60 ans, en 2010, un homme vivait pas loin de 23 ans à 60 ans. Une femme, c'était 3 ans de plus. J'ai eu une réflexion, je me demandais ces 3 années-là, qu'est-ce que ça représente de plus au niveau pour les femmes? Bien, ça représente une chance de survivre à son capital, c'est-à-dire de ne pas avoir assez d'argent. L'inflation, là pour l'instant c'est contrôlé, mais s'il y a des poussées inflationnistes, ces femmes-là vont avoir à faire face à ça. Devenir le conjoint survivant, hein, le taux de mortalité des femmes est moins élevé que celui des hommes, donc c'est souvent elle qui est la personne qui reste dans le couple, fréquemment même. Il y a des risques financiers, 3 ans de plus à gérer des risques financiers à la retraite, et l'état de santé, on ne finit pas toujours notre vie aussi d'une façon top shape, comme on pourrait dire. J'ai regardé au niveau du supplément de revenu garanti. Qu'est-ce que ça avait de l'air, ça? Parce qu'on ne vieillit pas vraiment pareil, un homme et une femme. Donc, on regarde ici. Si vous regardez, il y a une ligne bleue, OK, avec des petites étoiles. Ça, c'est des générations. Puis, il y a la ligne orange en bas. Donc, les gens qui arrivent à 65 ans, si on prend la ligne bleue ici, puis on regarde le gros point orange quand on regarde pour 65 et 69, bien, c'est la proportion des gens qui recevaient du supplément de revenu garanti. On voit que ça diminue avec les générations. Les gens qui arrivent à 65 ans aujourd'hui sont plus riches que les générations précédentes. Même phénomène pour les femmes, ça diminue. Grosse différence entre un homme et une femme, par exemple, c'est que chez les hommes, on regarde le graphique, c'est stable. La ligne reste presque droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'hommes quand ils commencent à 65 ans à recevoir du supplément de revenu garanti qu'il y en a à la fin. La proportion reste toujours la même. Pour les femmes, c'est totalement différent. Ça se dégrade tantôt. Comme M. Arsenault a dit, c'est quand même pas un succès de tomber sur le supplément de revenu garanti. Moi, j'appelle ça, c'est l'aide dernier recours du système de retraite. Donc, les femmes, elles, en vieillissant avec l'âge, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, elles tombent sur le supplément de revenu garanti. Donc, au niveau de la vieillesse, un homme et une femme ne vieillissent pas pareil. Et ça rentre tout dans notre analyse du processus du vieillissement de la population. Quand on arrive avec une grosse gang de personnes à la retraite, puis quand même une bonne gang aussi de personnes qui vont payer pour ces gens-là, entre autres, on ne paye pas juste pour eux autres, on a des régimes pleinement capitalisés, mais on n'a pas le choix d'aborder des sujets comme l'équité entre les générations, puis la solidarité entre les générations. Il y a beaucoup de monde dans les deux catégories, donc ça devrait faire partie de la réflexion. Alors, on arrive comme le régime de rente du Québec, hein, quand on parle d'équité entre les générations, on peut regarder le régime de rente, c'est quoi ça? Donc, en 1995, les gens qui ont pris leur retraite dans le régime de rente en 1995, ils ont eu un rendement sur leur cotisation d'à peu près 11 %. Un rendement réel. C'était très, très payant. Ceux qui vont arriver, mes enfants à moi, qui vont prendre leur retraite, leur rendement sur leur cotisation, leur rendement réel dans le futur va être de 2 %. Il y a un rendement réel, quand même bien, puis il est à peu près équivalent à le rendement sur les obligations fédérales, le rendement moyen qu'on a eu au fil du temps. Donc, on se dit, par exemple, c'est un régime qui est inéquitable. Oui, si on le regarde juste de même, c'est vraiment un régime qui est inéquitable. Sauf que, comme je disais tantôt, le régime de rente a été mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient pauvres. Je pense que ça a bien atteint son objectif quand même de réduction. Il y avait un prix à payer. Mais on a attendu, par exemple, d'augmenter les taux quand c'était nécessaire. Ah, là, peut-être c'est à cause de ça aussi qu'il y a vraiment une grosse différence. Il faut quand même faire attention lorsqu'on parle d'inéquité entre des régimes comme le régime de rente du Québec. Il y a une chose, c'était nécessaire pour des individus. On a peut-être glandé un peu en augmentant les taux de cotisation, c'est qu'on a encore donné plus de distance à ces rendements-là entre les générations. Mais je me disais, c'est pas si pire parce que les gens n'avaient pas du régime de rente dans le temps, puis ils en ont aujourd'hui. Quand on regarde les régimes privés dans notre réflexion, par exemple, ils en ont aujourd'hui, des régimes à prestations déterminées, puis ça se peut qu'il n'y en ait pas dans le futur. On n'est pas dans le même game du tout, là. On part d'un climat où les gens en ont de ces régimes-là, un climat où ils n'en auront peut-être pas. Contrairement, dans le régime de rente, il n'y en avait pas et ils en ont eu. Donc, ça devrait rentrer dans notre discussion. Est-ce qu'on veut quand même laisser des régimes de qualité aux générations futures? Les intervenants, beaucoup d'intervenants, les retraités, c'est bien normal, ils veulent avoir la garantie, ils ont travaillé toute leur vie, ils reçoivent leur rente de retraite, ils ne veulent pas que leur rente de retraite soit diminuée comme ce que l'on voit actuellement pour bien des régimes de retraite. Les travailleurs, bien, eux autres aussi, c'est important pour leur rétention, pour travailler.
dans le régime. Ils veulent des coûts quand même importants. Le souci, c'est le fun de travailler, puis comme moi, j'ai un régime à prestation déterminée, je travaille, puis je n'ai pas à m'en préoccuper. Je peux même passer plus de temps à parler de hockey, à faire des activités, ça se fait tout seul à côté. C'est sûr que je me renseigne sur la santé financière de mon régime, mais je n'ai pas à aller voir à tous les semaines les rendements, les rendements. Donc, c'est quand même une tranquillité d'esprit pour le travailleur d'avoir un régime de retraite. Pour l'employeur, peut retenir ses travailleurs, c'est bon pour la rétention. C'est bon aussi pour designer, pour moduler ses travailleurs. Je veux dire, s'il a envie de faire sortir, mettons, il arrive de quoi de moins bien au niveau de l'entreprise, de les faire sortir à la retraite. Donc, on peut jouer avec son régime de retraite, c'est intéressant. L'actionnaire, lui, il ne va pas trop voir d'argent là-dedans, puis il veut pas trop, il veut faire fructifier l'argent, il veut que l'argent sert à quelque chose, comme si ça ne servait à rien dans un régime de retraite. Les créanciers aussi, parlez-en, les créanciers prioritaires. Les régimes de retraite les déficits ne sont pas prioritaires, donc il y a une petite guéguerre. La banque, il faut les mettre maintenant dans les états financiers. Il faut voir le régime de retraite, l'effet qu'il a dans le régime financier. Donc, les créanciers regardent ça peut-être d'un moins bon œil. Et le gouvernement qui regarde tout ce beau monde-là, il dit « Wow, il faut que je fasse de quoi avec ça? Il faut que je fasse en sorte que les gens aient des revenus adéquats à la retraite. » C'est normal aussi. Il faudrait que je mette quand même pas trop de règles, juste adéquats. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Les intervenants ont tous des objectifs différents. Il faut tout concilier ça. Lois et les règlements, on en a besoin. Hein, on a besoin d'un spécialiste pour s'y retrouver. C'est très, très complexe. C'est normal, probablement, pour une loi d'encadrement pour être complexe. C'est comme mon char, quand je vais au garage, moi, je ne veux rien savoir ce qui se passe là-dedans. Je ne comprends rien, anyway, de ça. J'ai besoin d'un spécialiste, mais il me dit ce qui se passe après. Donc, je me dis, un régime de retraite, on a besoin d'un spécialiste là-dedans. Est-ce qu'elle est trop normative? Moi, je pense que oui, d'une certaine façon. Comme je vous dis, je la déteste, cette loi sur les régimes complémentaires de retraite. Pour d'autres, non, parce que c'est un livre de recettes. Elle nous dicte quoi faire. Donc, ça uniformise les façons de faire. Comme je dis souvent, c'est tellement uniforme que tout le monde est dans le trou de ce temps-ci. Donc, c'est facilement adaptable. Oui, elle est facilement adaptable. On regarde, vous avez vu la diapositive qu'on voyait tous les projets de loi, tous les règlements qu'on a faits. On l'a adapté, cette loi-là. Il faut agir pour l'adapter. Ça ne se fait pas dans le régime sans passer par l'État. Ça passe par l'État toujours. Puis on se pose des questions aussi par rapport à l'encadrement des compagnies d'assurance. Bien, les compagnies d'assurance n'encadrent pas le design d'un régime de retraite ou le design des polices d'assurance. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il s'assure que la sécurité, par exemple, la promesse, il y a toujours de l'argent qui va être mis dedans. Je regarde avec la loi sur les régimes complémentaires de retraite, puis je regarde avec les niveaux aujourd'hui de capitalisation, de solvabilité, je me dis que ce n'est pas trop pareil. La philosophie est très différente. Il y a des pays, en Allemagne, un régime de retraite doit être administré comme une compagnie d'assurance. Même norme. On est très, très loin de ça. On a des questions à se poser par rapport à ça. Les risques, ils sont nombreux, les risques. Hein? Il y a des risques individuels, je peux perdre ma job. Il y a des risques financiers, économiques, l'inflation, les taux d'intérêt qui sont très, très bas, c'en est des exemples. Démographiques, il y en a. Le taux de fertilité, très, très bas, ben, ça se reflète automatiquement pour des systèmes comme le régime de rente du Québec. Des risques politiques, fédéral qui augmente la pension de sécurité de vieillesse à 67 ans. Ah, c'est un risque politique. Ça change en cours de route. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, il va falloir que je mette de l'argent de côté pour ça. Défaut de paiement, j'ai une promesse dans mon régime à prestation déterminée. L'employeur ferme le régime, fait faillite, il ne paye pas. C'est normal, il est en faillite, mais c'est un défaut de paiement quand même. C'était une promesse. Gouvernance aussi, je fais peut-être des mauvais choix de placement dans mon régime. Donc, il y a un tas de risques. Un régime de retraite, ce n'est que des risques. C'est des risques à gérer. Puis moi, j'aime bien les risques. Donc, j'ai regardé la loi sur les régimes complémentaires de retraite, j'ai dit, qu'est-ce que ça a l'air, cette loi-là et les risques? Donc, j'ai sorti 3 mots. J'ai sorti le mot excédent. Il sortait combien de fois le mot excédent? Le mot déficit et le mot risque. Pour m'apercevoir que le mot excédent sortait au-dessus de 200 fois, le mot déficit seulement 40 fois, et le mot risque, celui que j'aime le plus, 5 fois seulement. C'est à croire que la société ou les gens qui ont écrit la loi, et c'est tout le monde, hein, ce n'est pas juste des actuaires ou des avocats à régie qui écrivent la loi, c'est quand même une discussion sociale, les régimes de retraite, mais on a toujours dans la tête, dans un régime de retraite, excédent. Qu'est-ce qu'on va faire avec les excédents quand on va en avoir? Puis on l'a beaucoup dans la tête, on l'a 200 fois dans la loi, ce mot-là. Les déficits, qui est aussi important, hein? Quand il y a des excédents, c'est parce qu'il y a des déficits. Hein? Ça bouge de même, la vie bouge tout le temps comme ça, puis on le voit juste 40 fois. On aurait peut-être quand même une réflexion à aborder là-dedans. Se dire qu'un régime de retraite, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, quelque chose qui est en excédent, quelque chose qui va toujours s'y rendre. Ça coûte cher à un régime de retraite, et vous allez le voir après.
Mais on est arrivé avec un concept qui est arrivé en vigueur, mais pour l'instant, les régimes étant en déficit, ça ne marche pas trop. Il y a une provision pour les cas défavorables qui tient compte des risques d'une certaine façon dans les régimes de retraite, mais pour régime à prestations déterminées seulement. Donc, j'y vais avec mes mythes. Le régime à cotisation déterminée est plus risqué que le régime à prestations déterminées. Ben, ce n'est pas vrai. Si les taux d'intérêt baissent pour les deux. S'il y a des poussées inflationnistes, l'inflation est là pour les deux. Si la bourse, elle tombe, il n'y a pas une bourse pour les régimes à prestations déterminées puis une bourse pour les régimes, ça tombe pour tout le monde. Mais ils sont partagés différemment. Ah, ça, c'est la grande nuance. Ça veut dire que dans le régime CD, c'est moi, l'individu, qui ramasse tout au complet. Tandis que dans un régime PD, bien là, on peut le partager. On peut le partager avec les retraités, les actifs, l'employeur. Donc, là, on partage. On a probablement un régime plus optimal au lieu de tout avoir sur les épaules. Il y a une différence entre les deux, j'en ai parlé quand même tantôt. Dans un régime à prestations déterminées, il semble avoir une promesse de rente, en tout cas, c'est ce que je comprends quand je lis les choses. Donc, il y a un risque de défaut de paiement, ce que l'on n'a pas dans le régime à cotisation déterminée parce qu'on n'a pas de promesse de rente. Mais comme je disais tantôt, on a une cible dans les deux. Hein? Genre, je ne suis pas supposé avoir un régime cotisation déterminée puis le regarder passer comme un train puis dire peut-être qu'il va me donner ce qu'il a me donné à la retraite. Non, 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 non. C'est à moi à faire le suivi au même titre qu'on fait un suivi au niveau d'un régime à prestations déterminées. Les régimes PD sont pleinement garantis et sans risque pour les individus. C'est une perception seulement. Ça, c'est comme Scott Gomez sur papier, hein, je veux dire. En réalité, ça coûte très, très cher. Donc, partage de risque, c'est très, très complexe dans les régimes à prestations. Garantir un régime à 100 %. Allez voir les normes des compagnies d'assurance. Vous allez voir, ça coûte une beurrée. Garantir ça. Et on est loin de ça dans les régimes à prestations déterminées, puis on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on le voit bien. Les risques financiers et économiques, ce sont les risques. Oui, il y a des risques de longévité, il y a des risques de ci, il y a des risques, mais les risques financiers, les risques économiques, ce sont les risques qui sont les plus importants. Une énorme différence aussi quand je regarde un régime de retraite puis qui est en phase d'accumulation, donc il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de jeunes, et un autre régime de retraite où il y a beaucoup de retraités dedans. La dimension du risque, la dimension de garantie est très, très différente dans les deux cas. Une politique de placement diversifiée n'est pas risquée. Normalement, on dit tout le temps diversifier. Diversifier, c'est très essentiel, c'est important de diversifier, c'est vrai. Mais dans un régime de retraite, c'est drôle, c'est le contraire. Plus on est diversifié, moins on protège. Vous allez me dire, c'est drôle ça? Parce que quand on parle de diversification, on regarde souvent la caisse de notre régime de retraite. Oui, il y a de l'argent dans la caisse. Mais à côté, ça, c'est l'actif. Mais c'est un bilan, un régime de retraite. Donc, aussi, il y a un passif. Je ne peux pas juste regarder cette diversification-là au niveau de la caisse sans regarder ce qui se passe au niveau du passif. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui aussi. On a regardé la caisse. Dans les médias, ce qu'on entend parler, Teachers a fait 11,2 %. Le régime de rente du Québec, ils ont fait tant de pourcentage cette année, 4 %, puis tatati, puis tatata. On entend plein de ça. Ouais, mais ça, c'est la caisse. Allez voir maintenant le passif des régimes de retraite, puis regardez ça ensemble, vous allez voir une image complètement différente probablement. Un peut avoir un rendement plus élevé, oui, au niveau de la caisse qu'un autre, mais quand on regarde le passif, il peut se faire ramasser encore bien plus. Donc, on ne peut pas regarder juste une caisse d'un régime de retraite. Si on avait investi dans un régime de retraite, ben, c'est comme ça. Ça, c'est les flux financiers. Hein? Au début, c'est haut, on paye, c'est pour un groupe de retraités. Okay? On paye de l'argent, beaucoup plus d'argent, et à mesure que le temps avance, les gens décèdent dans le régime de retraite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Ce qu'on voudrait, nous autres, c'est une certitude de paiement. Donc, que l'actif rentre dans la caisse de retraite pour payer. Quand je dois 800 000 $, j'ai 800 000 de revenus de placement qui me payent ça. Ça, c'est de la sécurité. On peut le faire avec des obligations fédérales, mais regardez, c'est quoi le rendement actuel des obligations fédérales? Ça fait qu'un régime de retraite, c'est très, 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 très dispendieux. Donc, moins on est risqué. Si on était tous comme ça, à parier, qu'on appelle, on aurait des régimes de retraite très sécures, mais très, très dispendieux. Aujourd'hui, ce qu'on a à place, c'est des régimes qui sont diversifiés, donc beaucoup d'actions, des obligations. Donc, on a au-dessus de 50 % en moyenne d'un régime de retraite au niveau des actions. Puis ça, on va le revoir différemment. Quand j'ai un régime qui est investi comme ça, qu'est-ce que ça fait au niveau de la probabilité d'être non solvable ou être solvable? Donc, j'avais participé en 2007 avec l'Institut canadien des actuaires à une recherche sur le niveau des excédents, des surplus qui sont nécessaires
pour garantir, d'une certaine façon, la sécurité à la retraite. Donc, ce que ça dit là-dedans, c'est que dans la colonne de gauche, PED, provision pour écart défavorable, voyez ça comme un surplus, le coussin. Le coussin qu'on a dans un régime de retraite. Puis après ça, on regarde, dans un an, c'est quoi la probabilité d'être en déficit? Dans 3 ans, c'est quoi la probabilité d'être en déficit? Donc, un régime qui est solvable à 100 qui n'a pas de coussin de sécurité, bien, dans 3 ans, il y a quand même 36 de chances d'être en déficit. La loi sur les régimes complémentaires de retraite, je n'ai parlé tantôt, on a introduit une provision pour écart défavorable qui est à peu près de 7 Donc, qu'est-ce que ça fait, celle-là? C'est le 7 de la loi. Bien, dans 3 ans, j'ai quand même 22 de chances d'être en déficit, même si je suis en surplus, je suis à 107 au début de la projection. Et même si j'ai une provision pour écart défavorable de 25 c'est quand même beaucoup, hein, un surplus d'un coussin de 25 ça commence à être pas mal, mais j'ai quand même une probabilité de 5 après 3 ans. Et c'est ce qui arrive quand on regarde aux Pays-Bas. Les Pays-Bas est le seul pays sur la planète qui ont mis des provisions pour écart défavorable. Ils veulent protéger la promesse dans les régimes à prestations déterminées. Et les provisions étaient de l'ordre de 25, 30 35 on s'est même rendu dans le temps à 140 de provisions pour écart défavorable. Ils ne touchent pas au surplus, eux autres, ils le laissent dans la caisse. Aujourd'hui, avec la crise, parce que la crise n'est pas juste canadienne pas américaine, bien, ils ont tombé en bas de 100 de solvabilité. Donc, c'est assez spécial quand même. Même aux Pays-Bas, avec des grosses PED, bien, c'est ça que ça dit, hein, il y a quand même une certaine chance quand même. Donc, si on veut être sécure avec nos régimes de retraite, puis on veut payer le prix de cette sécurité-là, bien, c'est un prix qui est très, très dispendieux. Il faut mettre l'argent de côté. Une question qui peut tuer. Devrait-on en tout temps viser à être si sécure que je viens de parler, c'est-à-dire être pleinement solvable à 100 en tout temps, ou pleinement capitalisé, ou pleinement autre chose? Pourquoi autre chose? Il y a tellement de discussions actuellement qui se fait. On regarde les méthodes d'évaluation actuarielle, on peut en changer, on peut inventer de nouvelles choses. Donc, est-ce que j'aime mieux, elle va se poser différemment la question, est-ce que j'aime mieux avoir 80 de chances de recevoir 100 ou 100 de chances de recevoir 80 Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Puis c'est différent comme pour voir la vie. C'est pas pareil du tout. Je peux espérer, je peux négocier, je peux faire n'importe quoi en disant « Ah, je vais avoir des grosses choses, mais je vais juste avoir la moitié au bout de la ligne. » Ou je me dis « Je vais avoir quelque chose, un fondement au moins, qui va être très, 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 très sécure. » Donc, ça rentre dans la réflexion. Mythe 4. Tous les individus peuvent planifier seuls leur retraite. Ben, c'est pas vrai. M. Arsenault en a parlé tantôt. Le Canada, on est champion du monde au niveau des frais de gestion, d'un fonds commun de placement, au niveau des rires, c'est atroce. Je vais vous montrer une étude qu'on avait faite à Régie des rentes, c'est quoi la différence entre une caisse et un régime qui est collectif. Il y a un avantage à la collectivisation aussi, hein? Donc, moi, si je m'en vais voir, par le biais de mon régime de retraite ou par le biais d'un assureur, pour moi, c'est la même affaire, mais je vais avoir une rente viagère annuelle garantie tout le temps de 10 000 Elle va me coûter 140 000 quand j'arrive pour la payer. Puis là, je suis certain que je vais recevoir de l'argent jusqu'à temps que je décède. C'est bien. Je le fais par moi-même maintenant. J'ai mon rire, je transfère ça dans un fer, tout le kit. Je vais être à 90 certain d'avoir un revenu de 10 000 par année, à 90 mais je le fais tout seul. Bien là, ça me coûte 180 000 Il faut que je mette 180 000 de côté. Pourquoi? Parce que dans la collectivisation, on a pris ensemble, c'est une assurance. Hein? Donc, les gens qui décèdent plus tôt, bien, c'est payant pour ceux qui vont vivre plus tard. Donc, on assure collectivement le risque de longévité. Donc, il y a un gain à ça. Tandis que moi, si je le fais tout seul, je ne peux pas profiter de ce gain-là. Donc, ça me coûte bougrement plus cher. En plus, si je le fais tout seul, puis je m'en vais voir mon assurance, l'assureur, il dit « Wow, toi, si tu viens me voir, c'est parce que tu sais que tu vas vivre longtemps, il va me doubler la facture aussi. » C'est normal. Quand on achète une assurance, c'est parce qu'on sait que probablement, on va en avoir besoin pour longtemps. Ça, c'est les rires. En rouge, c'est le rendement de la période 1999 à 2005. C'est le rendement que les individus ont eu sur le régime enregistré d'épargne retraite. Puis en jaune, c'est les caisses de retraite. Les grosses caisses de retraite privées, c'est quoi le rendement? Donc, les caisses de retraite ont fait 6 les individus ont fait 2 un écart de 4 Les frais d'administration, les gens dans leur rire ont à le gérer par eux-mêmes, ça coûte très, très cher. Ils achètent au pas bon moment, ce ne sont pas des spécialistes, donc c'est ça que ça donne. Ça donne un écart de 4 4 sur 6 ans,
Si ça se continue sur une vie, c'est désastreux. Ce qui est triste là-dedans aussi, c'est que ce 2 % d'un rire, il est en bas de l'inflation. Durant cette période-là, l'inflation a été de 2,4. Ça veut dire que, collectivement, les Québécois, durant cette période-là, dans leur rire, n'ont même pas eu de valeur ajoutée. On a même perdu. C'est assez triste. S'aider, le faire tout seul aussi, ce qui n'est pas évident, ça c'est un exemple, j'appelle ça un exemple extrême de timing. Ce qu'on a fait, c'est des individus qui cotisent 35 ans, prennent leur retraite à 62 ans, achètent une rente de retraite à ce moment-là. La seule différence entre tous ces individus-là, c'est l'année de retraite. Comme la personne, ils ont cotisé 35 ans. Donc, ceux qui ont pris leur retraite en 71 ont commencé à cotiser en 1936 et ont vécu l'inflation de ces années-là, les rendements de ces années-là. Tout le monde a un portefeuille identique, 60 % en actions, 40 % en obligations. Puis qu'est-ce que ça donne, c'est ça? Celui qui est sorti en 1976, c'était assez dégueulasse la première moitié des années 70, est arrivé avec un remplacement 25 %. Laissez faire les niveaux, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est les comparaisons entre les niveaux. C'est sûr, c'était la crise du pétrole, c'était pas joli. Vous vous souvenez de la bulle technologique, 1999, celui qui a fait ce move-là, il est arrivé, lui, 45 %. Il doublait presque celui qu'il avait en 1976. J'ai à le faire moi-même, quand je suis un individu avec mon rire, j'ai à gérer ces risques-là. C'est extrême comme exemple, mais c'est basé quand même sur des données réalistes et des données réelles aussi. Il n'y a rien de bon dans les CD. Ça, je pense que ce n'est pas vrai. Par exemple, il y a du bon dans les CD. Il y a des flexibilités dans les retraits. Ça dépend des règles d'immobilisation. Ça peut être transféré aux héritiers aussi. J'ai 62 ans, puis je décède, au moins tout l'argent est là. Je me dis, mon capital, je peux le donner à ma femme. Elle va l'avoir, ou je peux le laisser à mes enfants aussi. C'est pleinement portable. Un des problèmes avec le régime à prestations déterminées, comme on le connaît, les régimes privés, là, sous la loi RCR, c'est la portabilité. Quand je change d'employeur, je perds, parce que c'est toujours basé sur mon dernier salaire. Donc, si je change à 30 ans, mon dernier salaire, c'est ce qui se passait à 30 ans. Si je change à 40 ans, donc, c'est tous des derniers salaires de carrière que j'ai. Donc, ce sont des régimes quand même moins généreux que d'autres régimes qui sont salaire final. Donc, on peut perdre avec un régime à prestations déterminées. Le CD, par exemple, il n'affecte pas l'offre d'emploi. Quand j'ai un régime à prestations déterminées, j'arrive à 60 ans, je fais le calcul, je dis « Wow, bye bye, boss ». C'est sûr, j'ai de l'argent, ça arrive. Dans mon CD, c'était moi à faire ce calcul-là, puis à regarder, je vais-tu en avoir assez? C'est pas pareil du tout au niveau du marché du travail. Donc, le régime à cotisation déterminée est beaucoup plus neutre au niveau du marché du travail. Et ce que je trouve intéressant, moi, dans un régime à cotisation déterminée aussi, il n'y a pas de notion de surplus. Dans un régime à prestation déterminée, comme vous l'avez vu, la loi excédent de ci, excédent de ça. Dans un régime, non. Je laisse aller les choses, je vais peut-être être plus prudent, je peux jouer avec. Non, il y a quand même du bon dans un régime à cotisation déterminée. Tous les employeurs peuvent mettre sur pied un régime à prestation déterminée. C'est pas vrai. Ça coûte trop cher. Ça, c'est les frais selon la taille des employeurs. Donc, on regarde le ratio frais par rapport à la masse salariale. Quand j'ai une masse salariale de moins d'un demi-million, ça peut me coûter 10 % juste pour gérer mon régime à prestation déterminée. Ça n'a pas de sens, là, je veux dire. Donc, plus on est gros, plus c'est rentable. Il y a une économie d'échelle là-dedans. Et tout le monde, selon moi, aussi devra avoir accès à ces régimes à prestations déterminées. Participants actifs et le retraité sont faits pour vivre ensemble dans un régime de retraite. Je ne sais pas, moi je ne suis pas sûr de celle-là. Solidarité intergénérationnelle. On l'a dans le régime de rente du Québec, on voit ce que ça donne. Tout le monde chiale, il n'est pas équitable ton régime de retraite. Dans un régime à prestations déterminées, c'est probablement la même chose aussi. Les déficits du volet retraité peuvent affecter les prestations futures des retraités. Demandez à tous ceux qui se sont fait couper leur volet à prestations déterminées maintenant. Ils disent, toi, le retraité, tu l'as, moi, je n'ai même plus, je suis un jeune travailleur, je n'ai même plus le droit à ça. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de les avoir dans le même régime? Si on les avait sortis, est-ce qu'on aurait le même résultat aujourd'hui? Ils ont-ils les mêmes retraités, les mêmes intérêts? Est-ce qu'un retraité et un participant actif a les mêmes intérêts? Même situation de vie? Non, il y en a un qui est en phase d'accumulation, peut probablement accepter plus de risques. L'autre veut avoir sa rente de retraite garantie, puis je le comprends aussi. Donc, l'aversion pour les risques n'est pas pareille. Pourtant, aujourd'hui, c'est tout dans la même caisse. Là. Même lien avec l'employeur? Pas du tout. Il y en a un qui a fini son mandat, c'est fini, il est à retraite, tandis que l'autre est en train de travailler avec le mandat. Donc, est-ce qu'ils sont faits pour vivre ensemble dans un régime de retraite, les actifs et les retraités? Pour moi, ce n'est pas évident. L'accroissement de l'espérance de vie rend le régime prestation déterminé trop dispendieux. C'est vrai que ça coûte cher. Il va y avoir un petit exemple après.
Mais ça peut être gérable. Je pense que c'est un risque qui peut être gérable dans les régimes à prestations déterminées. C'est difficile de prédire ça va être quoi l'espérance de vie, ça va être quoi les poussées, les avancements médicaux, tout le kit pour ça. C'est très difficile, mais je pense que c'est gérable. Un exemple, c'est ça que on regarde, mettons, je regarde, ça c'est un régime de retraite fictif, mais c'est juste pour donner les ordres de grandeur. Mettons, le taux de cotisation de mon régime de retraite, c'est 15 employeur-employé. Pour ma portion de ma rente, et ça commence à 60 ans, pour la portion de la rente qui commence à 60 ans, okay, c'est un taux de cotisation de 8 de 60 à 69 ans, pour cette portion de rente-là. Pour la portion de rente de 70 à 79 ans, c'est 4,6 Pour 80 ans, c'est 2 Si j'additionne tout ça, j'arrive à mon 15 D'accord? Donc, si je séparais mon régime de retraite en décennies, ben, pour la portion de 60 à 69 ans, je paierais un taux de cotisation de 8 Maintenant, j'y vais avec 2 années de plus d'augmentation d'espérance de vie. Globalement, je m'en vais de 15 à 15,7 Puis je regarde, je dis, bon, ça a augmenté un peu dans toutes les décennies, c'est correct aussi. Si je décide d'avoir un 2 ans de paiement de plus, parce que l'espérance de vie à 60 ans, en moyenne, c'est 2 ans de paiement de plus, mais je le prends tout de suite au départ à 58 ans au lieu de 60 ans, mon taux vient de passer de 15 à 17,1 coûte cher. C'est 2 ans quand même, mais il coûte cher. Donc, un régime de retraite dans les premières années de vie, un régime à prestation, c'est très, très dispendieux, c'est garanti en plus. Ça m'amenait à une réflexion là-dedans. Quand on regardait c'est quoi les probabilités de survivre, de 60 à 69 ans, la probabilité de survivre, c'est 91 De 70 à 79 ans, la probabilité de survie, c'est de 77. Donc, j'ai 77 de chances de me rendre à 79 ans quand j'ai 70 ans. De 80 à 89, c'est 45. De 60 à 69 ans, 91 c'est presque une certitude. Un régime à prestation déterminée, c'est un régime d'assurance, collectivisation des risques, dont un des risques est la longévité. Et on l'a dans un bout de temps où il y a une certitude que le risque de mortalité, il n'y a pas de risque là-dedans. On a des questions. Est-ce que la nécessité d'avoir un PD pour couvrir le risque de longévité devrait commencer à 60 ans ou à des âges plus avancés? Je pense que ça fait partie de la discussion. Les 2 derniers mythes. Le surplus appartient aux employeurs. Les surplus appartiennent aux travailleurs. Si surplus il y a, parce que ce n'est pas évident, hein, c'est quoi une notion de surplus? Vous avez vu un des premiers graphiques que j'avais, même si j'espère faire du 4 ou du 4,5 de rendement sur 50 ans, et même plus long aussi, il y a des décennies, j'y arriverai pas, je vais juste avoir un rendement de 0,1 et c'est comme ça la vie, hein? C'est tout le temps comme ça en dents de scie. La bourse, ça fait ça. Donc, est-ce vraiment un vrai de vrai surplus? Donc, c'est pour ça, c'est si surplus il y a. Pour moi, l'argent, je pense qu'elle devrait plus rester dans la caisse, être plus comme aux Pays-Bas, où on a des gros coussins et au moins on protège toutes les générations. Mais ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à ceux qui prennent le risque. Pas nécessairement aux travailleurs, pas nécessairement aux employeurs. Et le problème avec ça, c'est que c'est très, très, très difficile à établir. Qui c'est qui appartient? Qui c'est qui prend le risque dans un régime de retraite? L'employeur peut bien me dire, c'est moi qui paye toutes les cotisations du régime de retraite, occupe-toi-en pas, ça va mal. Il dit, OK, ton salaire n'augmentera pas dans les 5 prochaines années, mais c'est moi qui paye. Mais je participe au risque. Je suis à l'extérieur du régime, mais je participe parce que mon salaire n'augmentera pas. Donc, moi, je peux assumer mon risque d'un régime de retraite, d'une caisse de retraite, même si je suis en dehors du régime de retraite. Et l'employeur peut faire la même chose aussi. Il pourrait prendre des positions et faire en sorte d'assumer le risque d'un régime de retraite à l'extérieur aussi. Donc, de savoir à qui appartient le risque d'un régime de retraite, pas évident. Aux Pays-Bas, je reviens à ce pays-là parce que c'est quand même intéressant lorsqu'on lit là-dedans. Les coussins sont tellement importants, il y a des transferts entre les générations qui se font et ils sont rendus avec des notions de comptabilité intergénérationnelle. Donc, ils suivent ça maintenant. Ils regardent qui c'est qui paye qui. Est-ce qu'il y en a qui en ont eu trop? C'est un peu ça, un régime de retraite. Si on veut vraiment répondre à ces questions-là, on n'a comme pas le choix de s'en aller dans des affaires très, très complexes de comptabilité intergénérationnelle. Donc, la conclusion, elle vous appartient.
Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je te trouve pas très courageux avec ta conclusion. Pourquoi? T'en aurais pas une conclusion, toi? Ah, j'en ai une. Est-ce que j'en aurais? Bien, je vous la laisse parce que c'est tellement. Il y a des choses là-dedans. Puis, mais dites-moi le pas si vous trouvez que c'est fou ce que j'ai dit là à votre voisin. Là. Mais oui, j'en ai beaucoup, moi, de conclusions là-dedans. J'en ai beaucoup. Que les choses sont à changer, c'est sûr et certain. Là, je pense que c'est la principale. Mais il y a que des belles avenues sur la table actuellement. Je pense que on fait une réflexion qui est quand même assez sérieuse, là, que ce soit la réflexion de la FTQ par rapport à un régime de RQ2. Que ce soit les régimes à prestations cibles, le comité d'amour aussi. Je pense que là, c'est vraiment enclenché et que tous les intervenants de cette société-là doivent... Mais c'est quoi? Moi, je sais que pour moi, c'est dispendieux un régime de retraite. Donc, la façon dont c'était géré à l'époque, ces affaires-là, si on fait de l'argent avec un régime de retraite, je suis pas vraiment... tantôt, tu as dit, Marie-Josée, que j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance. Oui, effectivement. Donc, mes 8 premières années de ma jeune carrière, quand j'ai commencé en actuariat, c'était dans une compagnie d'assurance. Et la philosophie est tellement différente que de ce qu'on voit actuellement. Donc, je suis vraiment à ce chapitre-là de gestion des risques des régimes de retraite. Je m'en vais plus de la catégorie Pays-Bas ou de la catégorie Allemagne ou de la catégorie assureur. Oui. Bonjour, Mario Bernier, travailleur d'import du papier. Oui. Je travaille chez Fibrec à Saint-Félicien. On sait qu'il y a un nouveau régime de retraite qui a été négocié par Abitibi, puis c'est extensionné quand même aux autres compagnies d'import du papier qu'on a eu aussi chez nous. Ce régime-là, Jean Belleville, en tout cas, y croit beaucoup. On y croit quand même parce qu'on a embarqué dedans, mais c'est que tu en penses de ce... Je peux dire peut-être un hybride entre une cotisation et une prestation. Toi, vous parlez, vous, du régime à prestation cible? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que j'en pense? Bien là, actuellement, c'est sûr, je vais en penser quand ça va être terminé, parce qu'il est sur la planche à dessin actuellement. Donc, je sais que la loi le dit maintenant, ce régime-là est en vigueur, mais là, il faut le dessiner. C'est pour ça qu'il y a un comité qui a été mis sur pied là-dedans. C'est un régime qui va être basé beaucoup sur le transfert entre les générations. Donc, je pense que l'enjeu dans ce type, c'est le seul commentaire que je peux faire, le gros enjeu dans ce type de régime-là, c'est comment ça se passe, parce que la cotisation de l'employeur va être fixe. Il reste maintenant ceux qui prennent le risque dans le régime de retraite, c'est des travailleurs, c'est des retraités. Donc, ça va être comment ça va se passer entre ces deux-là. Okay? C'est quoi la sécurité qu'on a envie de donner dans ces régimes de retraite-là? Donc, c'est sur la table à dessiner. Moi, je trouve que c'est intéressant, quand j'ai parlé de ce régime-là, le nom m'achalait un peu parce que pour moi, tous les régimes devraient être à prestation cible, mais c'est quand même un avancement, c'est quand même une innovation. Ça existe dans les provinces anglaises, ce type de régime-là quand même. Okay? Il y a des brides qui existent de ça, mais ce sont des régimes qui sont fortement en déficit. Donc, je pense que dans la réflexion de ce type de régime-là, c'est de faire en sorte de ne pas vivre ce qui se passe dans les autres provinces où ils ont ces types de régimes-là. Merci. Mais je ne peux pas en dire plus là-dessus. Là. Oui. Michel Chevrier, syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Moi, je reviens surtout là, sur ce que en fait, un peu la version là, que tu nous as fait partager là, concernant la complexité là, des changements qui sont survenus au régime des rentes du Québec. Différents décrets, lois au fil des années là, qui sont ajoutés. Est-ce qu'il y a une réflexion là, qui est amorcée puis qui va éventuellement peut-être déboucher pour avoir une meilleure, je dirais, régime des rentes intégré où ce que ça serait amélioré, que ça naturellement bénéficierait là, à l'ensemble des Québécois là, et ce serait aussi profitable là, pour l'ensemble de la collectivité. Okay. Bien, toutes les lois, le graphique que j'avais, ce n'est pas les régimes des rentes, c'est les régimes complémentaires, donc les régimes privés de retraite. Là, c'est toutes les multitudes de lois. Là, donc là, vous me demandez, vous, au niveau du régime de rente, si on met un volet, là, je veux dire, de plus, s'il y a une réflexion. Au niveau du gouvernement, vous me demandez au niveau de la régie? Je te dirais, c'est un peu difficile de les dissocier un de l'autre. Là. Ah, ils ne sont pas pareils. Hein, ils sont pas pareils. Je veux dire, la régie, à la base, est l'administrateur quand même du régime de rente du Québec. Là, je pense pas que, comme moi, je vous dis tantôt, je suis un maniaque de sécurité, que j'arriverai demain matin et je dis le taux de cotisation maintenant du régime de rente du Québec n'est pas de 11 ou 10,8 comme il va être dans le futur, mais il est rendu à 13 parce que j'ai une aversion pour le risque. On ne peut pas faire ça tout seul à la régie. Hein. Je veux dire, on va en consultation publique, c'est le gouvernement quand même qui décide. Donc, on ne sait pas. Oui, on est liés ensemble, on est liés avec le gouvernement, mais on est quand même, à la base, la régie des rentes est quand même l'administrateur de ça. Est-ce qu'il y a une réflexion
était moins forte que ce qui a été fait dans les autres provinces, je veux dire, même au niveau du fédéral. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des gros problèmes au niveau du régime de rente du Québec. Donc, on a un écart de taux de cotisation de 1 %. Donc, ce qu'on voulait faire à la base, c'est de soigner le régime de rente du Québec avant d'en mettre un autre sur le dessus. Donc, là, actuellement, on commence à regarder ça, à réfléchir à tout ça. Quelle forme ça pourrait prendre, ce type de régime-là? Oui, on le regarde à l'interne, on le regarde. Merci. Oui. Bonjour, je suis partie des TCA 2889. J'aimerais savoir comment on peut amener, pour nous autres, que tu as parlé des analyses intergénérationnelles aux Pays-Bas, puis comment on fait pour amener ça à notre compagnie ou, je ne sais pas, au niveau gouvernemental, puis comment on pourrait faire pour augmenter la réserve des surplus. Toi, tu parlais de l'ordre de 40 en France, mais nous autres, est à 7 Comment on fait pour augmenter ça? Bien, ça, il n'y a pas. C'est sûr qu'il y a un encadrement. Il y a les règles fiscales là, qui dictent que les surplus ne peuvent pas être plus de 20 ces choses-là. Mais c'est possible de le faire. Là. Ça, c'est pour moi, excusez. Chaque régime de retraite devrait avoir une prise de conscience, ce qu'on appelle, nous autres, des fois, une politique de financement. Donc, c'est quoi le degré de sécurité? Ça, il y a des études, il y a des analyses qui peuvent être faites pour chaque régime de retraite. C'est quoi le degré de sécurité qu'on a envie d'avoir comme régime de retraite? C'est beau en mettre un sur pied, mais il faut le comprendre. Il faut voir s'il passe le temps, ce régime de retraite-là. Donc, je pense que c'est possible pour... les régimes de petite taille, c'est peut-être dispendieux, ce genre d'analyse-là, mais les régimes de grande taille, c'est possible à faire. Donc, je pense que c'est dans la réflexion des gens du comité de retraite, dans la bonne gouvernance d'un régime de retraite, moi, j'irais inclure ce type d'analyse-là. La loi, elle, dit 7 mais 7 c'est un minimum. Là, on peut être plus catholique que le pape là-dedans. Là, si. C'est dans le sens de qu'est-ce que je peux dire ou faire pour vraiment dire à l'employeur, il faut que tu l'augmentes. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ah, ben là, ça, c'est... C'est bien compliqué. Oui, c'est votre négociation, votre rapport vraiment... de force, votre négociation avec votre employeur. Ça, C'est bon. Merci. Oui. Bonjour, Steve Saint-Pierre, SCEP, travailleur en des pâtes et papiers. Je suis présentement en négociation depuis plusieurs mois. Puis ma question, prestation cible ou prestation indéterminée? Dois-je continuer à me battre pour conserver mon prestation indéterminée ou me diriger vers une prestation cible? Puis tantôt, vous m'avez fait peur un peu quand vous avez dit que la grande majorité des prestations cibles un peu partout sont déficitaires. Fait que donc, l'avantage de transférer vers ce nouveau régime, il y a quand même un risque assez élevé. Là. Ils sont déficitaires comme les régimes à prestations déterminées sont déficitaires. Je pense qu'on oublie une chose dans la gestion de nos régimes de retraite, c'est de gérer les risques des régimes de retraite. Donc, tout régime de retraite aujourd'hui, on regarde les régimes à cotisation déterminée, comme je disais tantôt, il y a un risque là-dedans, il faut le gérer. Un PD, une prestation cible. Donc, moi, je me dis, je crois beaucoup au régime à prestations déterminées. Je pense que le gouvernement y croit aussi. C'est pour ça qu'il a mis en place le comité d'amour sur les régimes à prestations déterminées. Donc, je me dis, je pense qu'il faut continuer à se battre pour ces régimes. C'est pas juste parce que je suis actuaire là, que je dis ça, là, mais je veux dire, je pense que ce sont des régimes qui ont fait en sorte quand on regarde les revenus des personnes à la retraite actuellement, la quiétude qu'ils ont à la retraite, tout ça, je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient du bon. Il faut continuer à se battre. Il faut probablement les voir un peu différemment, ces régimes-là. Mais oui. Ceci dit, le régime à prestation cible, maintenant, comme je vous disais, c'est sur la planche à dessin actuellement. Tout dépendant comment il va être dessiné, comment la gestion des risques va être faite là-dedans, je pense bien que ce type de régime à prestation cible va être de beaucoup supérieur, tant qu'à moi, à un RIR. OK, assez. Donc, là encore, comment il va sortir ce produit-là? On va le voir probablement cette année, là, la Régie des rentes, il va y avoir un projet de règlement qui va sortir. Donc, ça va être là, je pense, le moment important de discuter. C'est quoi? Comment qu'on le veut? Comment qu'on le veut sécure, ce régime à prestation cible-là? Parce qu'on peut l'avoir aussi sécure qu'un régime à prestation déterminée. Un régime à cotisation déterminée, je peux l'avoir aussi sécure qu'un régime à prestation déterminée. Mais il faut que je paye le prix pour ça. Merci. On peut seulement prendre une dernière intervention parce qu'on a la conférence de presse tout de suite après. Je m'excuse, André. Pas de problème. Luc Glaude, syndicat des métallos. Premièrement, très belle présentation, très instructive. Il y avait des bouts que je n'ai jamais vus. Je ne pensais pas que la retraite, ça remontait aux années 1840. Là. Je suis bien content de l'apprendre. Je
Moi, j'avais plus dans la tête 66, vu mon âge. Un peu avant, bien entendu. La réflexion que je veux apporter, écoutez, c'est vrai, M. Arsenault l'a dit en entrée, hein, on a tardé un petit peu les syndicats à rentrer dans le domaine de la retraite. On a commencé avec la réflexion en 2000 au congrès de la FTQ. Ça fait 12 ans que je m'en occupe. Ça fait 12 ans qu'on a de la misère dans les régimes de retraite. Je viens de finir une négociation, je suis président d'une unité. Ça a été la bataille encore pour garder notre régime. Une des choses qu'on demande depuis des années, puis j'aimerais votre avis là-dessus, c'est que dans le moment, mon régime de retraite est géré par un comité de retraite plombé à 100% employeur, hein, 7-3. Et des idées et des demandes, c'est pas à cause qu'on n'en fait pas et qu'on enregistre nos dissidences, ça c'est régulier, ça reste que c'est tout le temps 7-3. Donc, je pense qu'on a prouvé, les syndicats, qu'on est capable de gérer de l'argent. Avec le Fonds de solidarité, on l'a prouvé, et avec d'autres moyens. On est capable de faire fructifier de l'argent. Mais si on ne met pas... Dans le moment, écoutez, la réalité dans mon régime, il y a 22 millions qui est payé en prestations, puis l'employeur a mis 14 millions dedans l'an passé. C'est un employeur qui n'a pas d'argent, là. C'était Noranda. C'est devenu Falconbridge. C'est devenu Extrata. Puis bientôt, ça va s'appeler Glencore. Puis ils ont fait 5 milliards de bénéfices l'an passé. Et ils ont profité de la loi de l'allègement encore. On a fait 5 milliards. Il y a besoin de la loi de l'allègement. Bien entendu, on a voté contre en tant que syndicat, mais ma question, y a-t-il moyen un jour qu'on donne des dents au comité de retraite? Très brièvement. Très brièvement. Y a-t-il moyen? Il y a toujours moyen dans la vie de faire de quoi, ça, c'est sûr et certain. En tout cas, il y a des moyens, comme le régime à financement salarial, si les travailleurs veulent la gestion de leur régime de retraite, l'employeur, je veux dire, là, il y a des moyens d'y aller dans ce type-là. Donc, c'est sûr que l'employeur n'est plus partie prenante au risque. Il y a des moyens de discuter. Moi, que je dis tout le temps, anyway, c'est le risque. Hein. Au-delà d'être sur un comité, comment on peut être minoritaire sur un comité de retraite si la gestion du risque est bien, bien faite? Ça va être fantastique. Même si on est majoritaire et c'est mal fait, ça ne sera pas fantastique. Donc, moi, je m'en remets toujours là-dedans, à cette gestion de risque-là, de se doter d'outils. Mais je sais que c'est pas tant les employeurs que j'irais plus voir les amis, les actionnaires, qu'eux autres vont dire « L'argent que tu dois laisser dans un régime de retraite pour le rendre viable, on aimerait ça, nous autres, l'avoir dans nos poches. » Donc, c'est pas. Très rapidement, André. Oui. Très rapidement. Oui. André Fleury, regroupement des syndicalistes à la retraite. Monsieur Langis, vous me semblez, est un actuel qui sort du lot, hein, chemise, pas de cravate, chemise à carreaux, c'est un peu spécial. J'ai tenté de vous poser la question qui tue. Ah ouais? Même si je sais que vous êtes contraint à un certain devoir de réserve, qu'est-ce que vous pensez de notre campagne d'améliorer le régime public? Ah, c'est une excellente question. Là, je ne le parle pas au niveau de la Régie des rentes, je vais le parler, moi, là, je vais dire qu'est-ce que je pense de ça. C'est sûr, certain qu'au niveau de l'individu, on ne peut pas demander mieux. Hein? Tantôt, je disais qu'un des problèmes des régimes à prestations déterminés aujourd'hui, c'était la portabilité d'un employeur à l'autre. Donc, au niveau du régime de rente, on n'a pas ce problème-là. Hein? C'est un gros régime multi-employeur qu'on appelle, donc tous les travailleurs sont dedans. Au niveau de l'individu, je pense que ça mérite énormément de réflexion. Mais la réflexion ne peut pas s'arrêter là. On veut on veut doubler le régime de rente du Québec. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des risques, puis je reviens encore là-dessus. Puis le gars à Coro, il aime bien parler des risques. Donc, puis je vais revenir toujours là-dessus, même au niveau d'un régime privé qu'au niveau du régime de rente du Québec. Vous allez m'entendre parler souvent au niveau des risques, au niveau du régime de rente. Donc, cette gestion-là, on parle d'âge de la retraite aussi. Je pense que ça devrait rentrer dans toute cette discussion-là de ça. Un régime public, on l'a vu avec le régime des rentes du Québec dans le temps, ça a été difficile d'augmenter au fil des années le taux de cotisation. Même si on disait qu'il fallait le hausser, ça ne s'est pas toujours fait au bon moment. Quand j'ai montré le graphique au niveau de l'inéquité entre les générations dans le régime de rente, bien, quand on n'agit pas, ce qu'on fait, c'est qu'on étire l'élastique. Hein? Les mesures d'allègement aussi, c'est bien d'une certaine façon, puis ça donne un peu de baume sur la plaie, mais on étire encore les élastiques de ce temps-ci. Donc, je pense, moi, que la réflexion du régime de rente du Québec, d'un régime de rente du Québec, doit se faire dans un contexte beaucoup plus large que de dire seulement « on veut le doubler ». Il faut regarder tous les enjeux actuellement de gestion des risques, l'âge de la retraite. Comment ça doit être fait, là, cette gestion-là? On doit-tu mettre en place des mécanismes d'ajustement automatiques? On a beaucoup de choses à discuter, à débattre, mais je pense que c'est un sujet qui mérite d'être débattu.
Bien, merci beaucoup.